dans les prochaines minutes. Cette histoire montre comment le Canada pourrait transformer la pression tarifaire de Trump en une négociation qui force Washington à calculer ses propres pertes. 38 jours, c'est tout le temps qu'il reste avant que l'accord commercial qui maintient ensemble l'épine dorsale industrielle de l'Amérique du Nord doive survivre à son examen le plus décisif depuis sa signature. Et pendant ces 38 jours, Mark Carney, un ancien gouverneur de banque centrale qui n'a jamais perdu une négociation à haut risque dans sa vie professionnelle, exécute une manœuvre que les stratèges commerciaux de Washington n'avaient pas vu venir. Il ne s'agit pas de pourcentage tarifaire, il ne s'agit pas d'appel de courtoisie diplomatique entre Ottawa et Washington, il s'agit de savoir qui contrôle le levier de négociation, parce que voici ce que les grands titres ne voient pas. Carney ne demande pas à Trump de réduire les tarifs, il force Trump à calculer ce que cela coûte réellement aux États-Unis. Si le Canada entre dans cet examen avec un ensemble différent de priorités, ce calcul est en train de changer toute la dynamique de cette négociation. Pour un manuel tarifaire qui traite souvent chaque problème comme un slogan de campagne accompagné d'un formulaire douanier, c'est un calcul très inconfortable. Les 38 prochains jours comptent plus que la plupart des gens ne le réalisent. Et la raison commence par l'identité de Mark Carney et par la manière dont son parcours change tout dans l'approche du Canada face à cette négociation. Ce n'est pas un politicien de carrière, ce n'est pas un diplomate formé à l'art du langage prudent et de l'ambiguïté stratégique. Mark Carney a passé des décennies au cœur de la mécanique de la finance mondiale. Il a dirigé la Banque du Canada pendant la crise financière de 2008. Il a ensuite dirigé la Banque d'Angleterre pendant le Brexit, sans doute le désenchevêtrement économique le plus complexe de l'histoire européenne moderne. Il s'est assis à la table de négociation face à des ministres des Finances, des chefs d'État et des investisseurs institutionnels qui étaient tous convaincus de détenir la meilleure main. Il sait à quoi ressemble un levier de négociation. Il sait ce que l'on ressent quand l'autre camp pense que vous avez davantage besoin de lui qu'il n'a besoin de vous. Et en ce moment, cette expérience façonne toute la posture du Canada à l'approche de l'échéance de l'examen du 1er juillet. Voici la situation stratégique centrale telle qu'elle se présente aujourd'hui. Le 24 mai 2026, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ATSAUM, contient un mécanisme obligatoire d'examen après 6 ans. Cet examen arrive le 1er juillet. Si les 3 parties ne parviennent pas à s'entendre sur la prolongation de l'accord, la relation commerciale ne se poursuit pas simplement en pilote automatique, elle entre dans un cycle de renouvellement annuel, chacun apportant une nouvelle incertitude, un nouveau risque et de nouvelles munitions pour toute administration qui veut utiliser le commerce comme moyen de pression politique, pour les entreprises qui planifient à 10, 15 ou 20 ans. Ce genre d'incertitude n'est pas un simple désagrément. C'est une raison fondamentale de rediriger les investissements ailleurs. Dans le même temps, les tarifs douaniers de l'administration Trump, au titre de l'article 232, soit 25% sur les importations automobiles, continuent de remodeler le paysage concurrentiel d'une manière qui désavantage directement le Canada. Washington a ensuite négocié des taux réduits avec l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud à 15%. Avec le Royaume-Uni à 10%. Les Canada, un pays qui partage 8891 km de frontières avec les États-Unis, navigue dans un cadre où des concurrents venus de l'autre côté du Pacifique fonctionnent avec des charges tarifaires plus légères. Voilà le fondement factuel de cette négociation. Ce sont les chiffres sur la table. Apparemment, la géographie peut être ignorée quand le tableur est rédigé comme un discours de rassemblement électoral. C'est ici que l'approche de Carney diverge nettement de ce qu'Ottawa a fait dans les négociations commerciales précédentes. Il ne commence pas par des concessions, il n'ouvre pas avec des demandes, il commence par recadrer toute la question. La question n'est pas de savoir ce dont le Canada a besoin dans cet accord. La question que Carney pousse Washington à se poser est celle de savoir ce que les États-Unis perdent réellement si cet accord s'affaiblit. Les observateurs de la politique commerciale canadienne notent que cela représente un changement stratégique significatif. Les administrations précédentes
avait tendance à approcher Washington dans une posture d'accommodement en préservant la relation presque à tout prix. La posture de Carney, telle qu'interprétée par les analystes qui suivent ces déclarations publiques et ces signaux politiques, repose sur une prémisse entièrement différente. Le Canada apporte à cette relation des éléments qui ne peuvent pas être remplacés rapidement. Et Carney entend s'assurer que ce fait soit compris avant que quiconque s'assoie à la table de négociation. Voilà le contexte. Vient maintenant la partie de cette histoire dont presque personne ne parle. C'est le moment où l'histoire devient vraiment étrange. Washington a conçu les tarifs de l'article 232 pour protéger l'industrie manufacturière américaine. C'était la logique affichée, renforcer la production nationale, réduire la dépendance envers les fournisseurs étrangers, garder les emplois aux États-Unis. Et pourtant, voici ce qui s'est réellement produit en négociant des taux tarifaires réduits avec l'Union européenne. Le Japon et la Corée du Sud, des pays qui ne partagent aucune frontière terrestre avec les États-Unis, des pays dotés d'écosystèmes industriels complètement distincts, des pays qui ne partagent ni réseau électrique ni chaîne d'approvisionnement continentale. Washington a involontairement créé une situation dans laquelle importer un véhicule de Tokyo est désormais, dans certaines configurations, plus compétitif sur le plan des coûts que d'importer des composants de Toronto. Voilà ce qui arrive quand le protectionnisme est annoncé plus fort qu'il n'est conçu. Laissez cela retomber un instant. Une politique commerciale conçue pour protéger l'industrie américaine a rendu, dans certains cas, structurellement plus facile de s'approvisionner auprès d'un allié situé à 12 000 km que chez un partenaire avec lequel on partage une frontière. Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas une attaque politique, c'est simplement ce qui se produit quand l'architecture tarifaire est bâtie plus vite que la réalité des chaînes d'approvisionnement ne peut l'absorber. La manière dont les chaînes d'approvisionnement automobiles se déplacent réellement à travers la frontière canado-américaine rend l'enjeu encore plus clair. Un seul véhicule assemblé au Michigan peut contenir des composants qui traversent cette frontière 6, 7 ou 8 fois avant que la voiture n'arrive chez un concessionnaire, des pièces de moteur fabriquées à Windsor, des systèmes électriques assemblés en Ontario, de l'acier transformé simultanément dans les deux pays. Ce n'est pas une simple relation commerciale. C'est un seul organisme industriel avec une frontière politique qui le traverse en son milieu. Quand on introduit une friction tarifaire dans cet organisme, on ne punit pas un concurrent étranger. On taxe son propre processus de fabrication. C'est l'équivalent économique de se faire payer l'entrée pour accéder à sa propre usine. Voici maintenant la variable qui change toute l'équation. Et c'est la partie qui mérite beaucoup plus d'attention qu'elle n'en reçoit actuellement. L'ACEM contient une exigence relative aux règles d'origine. 75% de la valeur d'un véhicule doit provenir d'Amérique du Nord pour bénéficier d'un traitement préférentiel. Cette règle a été conçue pour maintenir la production sur le continent, pour empêcher les entreprises d'assembler des véhicules avec des composants bon marché venus de l'extérieur de la région, puis de revendiquer un statut nord-américain. Mais voici la conséquence imprévue enfouie dans cette disposition. Si l'ACEUM s'affaiblit, si le processus d'examen du 1er juillet produit de l'incertitude plutôt que de la clarté, les fabricants ne se contentent pas d'absorber le coût et de continuer. Ils commencent à prendre des décisions d'investissement à long terme en fonction du nouvel environnement de risque, et ces décisions ne favorisent pas les États-Unis. Elles favorisent les régions dotées de cadres commerciaux stables et prévisibles, l'Union européenne, l'Asie du Sud-Est. Des chaînes d'approvisionnement déjà en train d'être bâties pour servir la prochaine génération de production de véhicules électriques. La règle des 75% ne fonctionne comme mécanisme de protection que lorsque l'accord lui-même est stable. Sans cette stabilité, elle devient sans pertinence et les emplois qu'elle était censée protéger commencent à se déplacer vers la certitude. Là où cette certitude existe, puis il y a la variable mexicaine et celle-ci est cruciale. Washington et Mexico ont déjà confirmé des discussions bilatérales. Ces pourparlers ont lieu maintenant séparément.
sans le Canada dans la salle. Si les États-Unis parviennent à un cadre préliminaire avec le Mexique avant le 1er juillet, le Canada entre dans la dernière ligne droite de cette négociation en position structurellement plus faible, non pas parce que son levier disparaît, mais parce que l'enchaînement des accords favorise toujours celui qui bouge en premier. Carney le comprend. C'est pourquoi, selon l'évaluation de plusieurs analystes de la politique commerciale, il n'attend pas que Washington fixe les termes. Il travaille à définir ce que le Canada apporte à la table avant que la table ne soit dressée sans lui. La question est de savoir si cette stratégie arrivera à temps, parce que 38 jours passent plus vite que la plupart des gens ne l'imaginent. Il existe une manière simple de décoder le langage entourant cette négociation. Quand un responsable gouvernemental dit qu'il est engagé envers une relation commerciale mutuellement bénéfique, ce qu'il dit en réalité, c'est qu'il n'a pas encore décidé jusqu'où il est prêt à céder. Quand un représentant commercial affirme que les discussions progressent de façon constructive, cela signifie que personne n'a encore quitté la salle. Et quand un ancien gouverneur de banque centrale dit que le Canada apporte une valeur unique et irremplaçable à la sécurité économique nord-américaine, ce n'est pas une formule de courtoisie diplomatique. C'est une position d'ouverture dans une négociation. Autrement dit, ce n'est pas l'habituel brouillard de conférences de presse où chaque question difficile disparaît derrière le mot « constructif ». La véritable stratégie de Carney est plus sophistiquée que ce que suggèrent les grands titres. 3 piliers soutiennent actuellement la position de négociation du Canada. 3 sources de levier que Carney met discrètement, mais délibérément, sur la table, et chacune d'elles parle directement à quelque chose que Washington ne peut pas remplacer facilement. Le premier pilier, ce sont les minéraux critiques. Le Canada détient d'importantes réserves de lithium, des cobaltes, de nickel et d'éléments de terres rares, les matières premières dont chaque batterie de véhicule électrique a besoin. L'Inflation Reduction Act des États-Unis a créé une demande intérieure énorme pour exactement ces matériaux. Les fabricants américains en ont besoin pour être admissibles aux incitatifs fédéraux. Les constructeurs automobiles américains en ont besoin pour atteindre leurs objectifs d'électrification. Et la source la plus rapide, la plus rentable et la plus stable sur le plan géopolitique pour ces minéraux ne se trouve pas en République démocratique du Congo. Elle ne se trouve pas en Indonésie, elle se trouve en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Si le Canada décide, et c'est une hypothèse que les analystes commencent à prendre au sérieux, que sa stratégie d'exportation des minéraux devrait privilégier les partenaires qui offrent des cadres commerciaux réciproques stables, Washington se retrouve avec un problème qu'aucun tarif ne peut résoudre. Un slogan peut promettre l'indépendance, mais il ne peut pas extraire du nickel d'un podium. Le deuxième pilier, c'est l'énergie propre. L'hydroélectricité du Québec et de l'Ontario circule directement vers le nord-est des États-Unis. Elle alimente des foyers à New York. Elle stabilise les réseaux électriques de la Nouvelle-Angleterre. Ce n'est pas une marchandise échangeable au sens traditionnel, c'est une infrastructure, elle est intégrée et elle ne peut pas être remplacée par un simple appel téléphonique à un autre fournisseur. Quand Carney parle des contributions économiques du Canada à la sécurité nord-américaine, c'est une partie de ce qu'il veut dire, non pas comme une menace, mais comme un fait, comme un chiffre dans un bilan que Washington doit prendre en compte lorsqu'il calcule le coût réel de la friction commerciale avec le Canada. Le troisième pilier, ce sont les chaînes d'approvisionnement industrielles de défense. Le Canada et les États-Unis partagent le NORAD. Ils partagent des réseaux de fabrication aérospatiale. Ils partagent des relations d'approvisionnement en défense qui ont pris des décennies à construire. Ce ne sont pas des relations qui survivent intactes à une fragmentation commerciale et à une époque où Washington gère simultanément des pressions géopolitiques venant de plusieurs directions.
déstabiliser la relation industrielle bilatérale de défense, la plus intégrée de la planète, représente un coût qui va bien au-delà des tarifs automobiles. Le côté Trump de ce calcul compte aussi, du point de vue de la politique intérieure américaine, la pression tarifaire remplit deux fonctions simultanées. C'est un instrument de négociation et c'est un signal adressé à un électorat précis, les travailleurs manufacturiers dans des États comme le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie, pour montrer que l'administration se bat pour leurs emplois. Ces deux fonctions ne pointent pas toujours dans la même direction. Voici le contraste essentiel pour comprendre ce moment. Ce qui est annoncé publiquement, c'est la protection des travailleurs américains. Ce qui se passe réellement à l'intérieur des usines américaines, c'est que les responsables des achats dans les usines automobiles du Midwest refont leur modèle de coût parce que leurs fournisseurs canadiens de composants évoluent maintenant dans un environnement tarifaire différent de celui de leurs concurrents japonais. Le message peut sembler héroïque devant un micro. Mais la facture arrive à l'usine avant les applaudissements. Cet écart entre le récit politique et la réalité opérationnelle, c'est exactement là que Carney applique la pression. Et voici pourquoi 2026 est fondamentalement différent de 2018. Lorsque la CEUM originale a été négociée, en 2018, le Canada était sur la défensive, l'économie américaine était en position de nette domination, le Canada avait plus visiblement besoin de l'accord que Washington. La dynamique de négociation reflétait cette asymétrie. Aujourd'hui, trois choses ont changé. L'Inflation Reduction Act a rendu les ambitions américaines en matière d'énergie propre et de véhicules électriques structurellement dépendantes des intrants canadiens. L'Union européenne approfondit activement sa relation commerciale avec le Canada par l'intermédiaire de l'AECG, donnant à Ottawa une solution de rechange crédible à un cadre exclusivement nord-américain. Et le Canada a maintenant un Premier ministre dont toute l'identité professionnelle repose sur sa capacité à lire correctement les leviers de négociation et à agir en conséquence sans trembler. Le changement est subtil, il ne paraît pas spectaculaire de l'extérieur, mais à l'intérieur de la négociation, le centre de gravité s'est déplacé. Le Canada ne demande plus simplement à Washington des conditions favorables. Le Canada force Washington à calculer ce que coûtent réellement des conditions défavorables. C'est une toute autre conversation. Et c'est la conversation qui se déroule en ce moment alors qu'il reste 38 jours au compteur. Il faut sortir cela de la salle de négociation et l'amener dans les lieux où cela compte réellement, parce que la politique commerciale ne vit pas dans les documents de briefing gouvernementaux, elle vit dans les horaires de quart d'usine, elle vit dans les calculs hypothécaires, elle vit dans la décision qu'un propriétaire de petite entreprise prend à 6 heures du matin quand il regarde un nouveau devis de fournisseur et tente de comprendre si les chiffres tiennent encore. Commençons par Windsor. En Ontario. Windsor se trouve directement de l'autre côté de la rivière Détroit, face à la ville de Détroit. On peut se tenir sur la rive canadienne et voir la ligne d'horizon américaine, les ponts Ambassador, qui relient les deux villes, transportent une quantité estimée de marchandises, qui est en fait l'un des postes frontaliers commerciaux les plus achalandés de la planète. Les composants automobiles traversent ce pont en continu, pas chaque jour. En continu, les chaînes de production des deux côtés de cette rivière sont synchronisées à un point tel que la frontière, du point de vue manufacturier, est fonctionnellement invisible jusqu'au moment où elle ne l'est plus. Un travailleur sur la chaîne de montage dans une usine automobile de Windsor ne pense pas aux dispositions de la CEUM lorsqu'il commence son quart. Il pense à savoir si les composants arrivant du Michigan sont à l'heure. Il pense à savoir si le quota de production de la semaine est atteignable. Il pense à savoir si son emploi aura le même visage dans 12 mois qu'aujourd'hui. En ce moment, cette dernière question n'a pas de réponse claire, parce que lorsque les structures tarifaires créent de l'incertitude sur les coûts pour les fabricants, la première réaction n'est pas une vague immédiate de licenciement. La première réaction, c'est le gel des nouvelles embauches, la pause des projets d'agrandissement d'installation, le report des décisions d'investissement en capital qui,
autrement, avancerait. Ce sont des conséquences invisibles. Elles ne produisent pas de grands titres, mais elles s'accumulent. Et quand elles deviennent visibles dans les statistiques de l'emploi, les décisions qui les ont causées ont été prises des mois plus tôt. Statistique Canada et le Bureau of Labor Statistics des États-Unis suivent tous deux l'emploi dans la fabrication automobile. La nature intégrée du secteur automobile Canada-États-Unis signifie qu'une perturbation d'un côté de la frontière crée une pression mesurable de l'autre. Ce n'est pas une relation théorique, c'est une relation documentée. Passons maintenant de l'usine au concessionnaire. Si les coûts des composants augmentent en raison de la friction tarifaire, et c'est un scénario que les économistes modélisent comme un résultat probable d'une incertitude commerciale prolongée, et non comme une certitude, ces coûts ne disparaissent pas à l'intérieur du processus manufacturier, ils avancent dans la chaîne d'approvisionnement, ils apparaissent dans le prix de gros, ils apparaissent dans le prix de détail, ils apparaissent dans le paiement mensuel du prêt automobile d'une famille à Calgary ou à Columbus qui avait simplement besoin d'une voiture fiable pour aller travailler. Le lien entre une négociation commerciale à Washington et un paiement automobile en Alberta n'est pas abstrait. C'est de l'arithmétique, et l'arithmétique a la mauvaise habitude de refuser d'applaudir le théâtre politique. Considérons ensuite l'horizon plus long, le secteur canadien des minéraux critiques, les gisements de lithium en Ontario, les activités liées au nickel à Sudbury, les projets de terres rares au Québec représentent une occasion économique générationnelle. Si la stratégie de Carney réussit à positionner ces ressources comme le fondement d'une relation commerciale renforcée, les flux d'investissement vers ces régions pourraient être substantiels, de nouveaux emplois, de nouvelles infrastructures, une nouvelle activité économique dans des communautés qui attendent depuis des décennies ce genre d'attention en capital, mais cette occasion est limitée dans le temps. D'autres pays courtisent activement les mêmes investissements. L'Union européenne avance, le Japon avance, la Corée du Sud avance. Chaque mois d'incertitude commerciale est un mois pendant lequel le conseil d'administration d'une société minière pourrait choisir une juridiction dotée d'un cadre à long terme plus clair plutôt qu'une autre, encore engagée dans une négociation difficile. Voilà la réalité macroéconomique et microéconomique de ce qui se passe en ce moment. Une négociation qui ressemble à un débat politique abstrait, vu de 30 000 pieds, paraît très différent depuis Windsor. Depuis Sudbury, depuis la salle d'exposition d'un concessionnaire qui regarde des clients hésiter devant le bureau de financement, 38 jours, c'est pas beaucoup de temps pour résoudre ce genre de pression. Et l'horloge n'attend pas que les négociateurs se sentent prêts. Alors, où cela mène-t-il maintenant ? Il n'y a pas de conclusion propre à donner. Quiconque prétend savoir exactement comment cela se résoudra avant le 1er juillet est soit en train de deviner, soit en train de vendre quelque chose. Ce qui existe actuellement, c'est une carte lucide des 3 chemins réellement en jeu. Scénario A, une prolongation conditionnelle. C'est le résultat le plus plausible sur le plan analytique compte tenu de l'environnement actuel de négociation. Les 3 parties parviennent à un alignement suffisant pour prolonger la CEM, probablement avec des ajustements ciblés autour des dispositions relatives aux chaînes d'approvisionnement des véhicules électriques et aux règles d'origine pour les minéraux critiques. Le Canada préserve son accès préférentiel. Carney revient à Ottawa après avoir démontré que l'utilisation précise d'un levier économique produit des résultats. Cela ne résout pas toutes les tensions dans la relation, mais cela stabilise le cadre pour un autre cycle. Et la stabilité, en ce moment, vaut énormément pour chaque fabricant qui prend des décisions d'investissement à long terme sur ce continent. Scénario B, des accords bilatéraux séquentiels. Washington finalise d'abord un cadre préliminaire avec Mexico. Le Canada entre ensuite dans la dernière fenêtre de négociation comme 3e partie plutôt que comme participant égal. Dans ce scénario, les conditions obtenues par le Canada sont façonnées par le précédent que les États-Unis et le Mexique établissent ensemble. Ce n'est pas une issue catastrophique, mais c'est une issue structurellement plus faible.
Et cela représenterait un test important pour savoir si la stratégie de levier de Carney a suffi à maintenir le Canada au centre de cette négociation plutôt qu'à sa périphérie. Ce serait le genre d'enchaînement d'accords où le Canada est invité à la table une fois que le menu a déjà été chiffré. Scénario C, une réorientation stratégique. Si les deux premiers scénarios ne produisent pas un cadre satisfaisant, le Canada accélère ce que certains analystes politiques décrivent comme une diversification discrète déjà en cours, un engagement plus profond avec l'Union européenne par l'intermédiaire de l'AECG, des relations commerciales plus solides dans le Pacifique, un déplacement délibéré de la destination des minéraux critiques canadiens. C'est le chemin le plus long et le plus coûteux, mais c'est aussi le scénario qui transforme le levier du Canada d'une position de négociation en réalité structurelle, et une fois que ce changement se produit, il ne se renverse pas facilement. 3 scénarios, 38 jours, une négociation qui façonnera l'architecture économique de ce continent pour la prochaine décennie,